Avant de démarrer, vous écoutez un épisode enregistré précédemment sous le podcast Allez vas-y. Nous avons donc conservé l'introduction et l'ensemble du montage d'origine. Rendez-vous chaque vendredi pour retrouver un épisode inédit du podcast Tout un sport. C'est vraiment un moment magique parce que je me souviens, on est sorti du train et puis il y avait les anneaux olympiques dans la gare de Londres. Donc là, on se dit waouh, on y est. Ensuite, on prend le bus pour aller vers le village olympique et puis là, on découvre le village olympique, beaucoup d'athlètes français et étrangers. Alors moi, je connaissais pas vraiment grand monde à l'époque. Je savais pas trop ce qui se passait. Enfin voilà, je regardais un peu autour de moi, émerveillée. Et puis oui, la découverte du village, des chambres. Enfin voilà, c'est vraiment des bons souvenirs. Bonjour et bienvenue sur le podcast Allez vas-y. Allez vas-y, c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient entrepreneurs ou entrepreneureux, sportifs ou sportifs de haut niveau, bénévoles ou engagés pour une bonne cause, l'objectif est de vous faire découvrir des parcours de personnes qui ont décidé d'agir pour donner du sens à leur vie. L'idée est de mettre en avant les sportifs et sportives en vue des JO de Paris 2024 qui approchent et pour montrer à quel point ils ou elles ont beaucoup à nous apprendre. Donc chaque vendredi, vous allez retrouver un épisode d'un ou d'une sportive, même si la discipline n'est pas olympique. L'objectif étant de valoriser le sport en général, et notamment des sports moins mis en avant dans les médias. Et un mercredi sur deux, vous allez retrouver les épisodes concernant des entrepreneurs et entrepreneureux, des bénévoles ou des personnes engagées. Donc certaines semaines, ça ne sera pas un, mais 2 épisodes du podcast Allez vas-y. En écoutant ces parcours particuliers ou ces actions positives, j'espère que vous serez inspirés et pourquoi pas que cela vous donnera à vous aussi l'envie d'agir. Alors aujourd'hui je reçois Anne sur le podcast. Anne est une était une athlète de haut niveau puisqu'aujourd'hui on va dire qu'elle est à la retraite. On parlera justement de est-ce que ce mot fait pas un peu drôle quand on est encore très jeune. J'ai invité Anne sur le podcast et elle m'a fait le bonheur d'accepter mon invitation suite à les vacances ont un avantage, c'est qu'on a un peu le temps et donc j'ai pris le temps de lire une interview dans l'équipe te concernant. Je ne vais pas en parler plus là maintenant, on va en parler juste après. Et l'idée, c'est de démarrer, comme c'est devenu la tradition sur le podcast, par le portrait chinois. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, portrait chinois, je dis un mot. Et puis toi, tu vas me dire le premier qui te vient à l'esprit. Si tu as envie de développer un peu la réponse, tu fais comme tu as envie. Donc, on va démarrer par le premier mot. Le premier mot, c'est un lieu. Si je te dis un lieu, tu me dis quoi ? Alors, je pense directement à l'Arizona, à Phoenix, là où j'étais à l'université, à Arizona State University pendant 2 ans. D'accord. Et qu'est-ce qui te reste comme image ? Parce que je suppose que quand tu dis Arizona et Phoenix, tu dois avoir des images qui te viennent à l'esprit. En tête, ce qui me vient directement, c'est déjà le soleil, le beau temps, les palmiers. Et puis surtout, toute l'équipe qui m'entourait, l'équipe de gym, les entraîneurs, le département athlétique, parce que j'étais aux États-Unis pour faire mes études, mais j'étais également dans une équipe de gymnastique pour participer au championnat universitaire américain. Ok, ça on y reviendra de toute façon dans le podcast dans ton parcours de sportif de haut niveau. Si je te parle d'un plaisir gourmand, tu me dirais quel plaisir gourmand, quel est le plat comme ça qui te vient à l'esprit, le plat ou la chose que tu aimes manger ? C'est une question qui est quand même assez difficile. Ouais. Et tu sais quoi, si tu veux, on peut même la sauter si tu as envie, mais on va expliquer pourquoi je dis ça. Je te laisse d'abord répondre s'il y a quelque chose qui te vient en tête. Moi, je dirais, j'ai pas de plat spécifique en tête, mais je dirais un petit peu toutes les spécialités que fait ma mamie, parce que ça m'évoque des bons souvenirs d'enfance. Ok, il y a souvent cette réponse d'ailleurs dans le portrait chinois. Et donc, pour faire la petite parenthèse, ce qui a valu l'interview de Anne dernièrement dans l'équipe et ce qui a fait que j'ai découvert, c'est que Anne a écrit un livre sur sa carrière. Et au cours de sa carrière, Anne a eu des troubles des conduites alimentaires. On en parlera un peu plus. Donc, effectivement, la question, c'est la question classique dans le podcast, mais elle a une résonance par rapport à ton parcours. Le troisième sujet du portrait chinois, ça serait une passion ou un passe-temps, ou les deux, tu me dirais quoi ?
Alors une passion, même si je suis plus dans le milieu, je dirais la gymnastique parce que c'est quand même le sport qui a occupé une grande partie de ma vie depuis que je suis jeune. Et puis là, même si j'en fais Bien sûr. plus, je continue quand même à suivre des compétitions internationales parce que voilà, je trouve que c'est un beau sport et j'apprécie toujours autant de le regarder. Et si, est-ce qu'il y a un passe-temps actuellement de quelque chose qui, peut-être en dehors de ton activité professionnelle ou autre, qui occupe ton temps et qui te donne un peu de plaisir et de joie? Alors actuellement, pas spécialement, mais il y a quelques mois, je dirais que c'était l'écriture de mon livre. J'imagine, on en reparlera peut-être un petit peu si on a le temps dans le podcast. Et enfin, pour terminer sur ce portrait chinois, si je te demande une personne qui compte ou qui a compté, ou une personnalité en tout cas, une personne qui t'inspire. Alors une personne qui compte beaucoup pour moi, c'est la psychologue que j'ai rencontrée aux États-Unis parce que c'est elle qui a vraiment eu un impact pour moi ces dernières années. Et je pense que si j'en suis là aujourd'hui, c'est aussi grâce à elle. Donc voilà, c'est à elle que je pense directement. Ok, et juste une question, et on en reparlera certainement dans le développement, hein, mais c'est une personne avec qui tu es encore en Oui, contact oui, aujourd'hui? régulièrement. Enfin régulièrement, je lui envoie des nouvelles. Eh ben, écoute, merci pour ce portrait chinois. Donc, bah, écoute, je vais te laisser la parole. Juste avant, j'introduis un peu tous les éléments. Donc, on vient d'en parler, hein, mais tu as été sportif de haut niveau très jeune. Tu t'es retrouvé la plus jeune athlète de l'équipe de France olympique. Tu avais 15 ans au JO de Londres 2012, ce qui t'a valu d'ailleurs une couverture dans laquelle, par rapport à ton gabarit, tu t'es retrouvé dans une double page de l'équipe. Donc tu as participé au JO de Londres et au JO de Rio en tant que remplaçant. Tu as été 6 fois championne de France élite. Et tu l'as dit tout à l'heure, mais tu as été la première française à participer au championnat universitaire américain, donc ce qu'on appelle la NCAA, en gymnastique entre 2017 et 2019, ce qui a fait que tu as été en Arizona. Et moi, ce qui m'a intéressé, hein, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, c'est de parler de la reconversion des sportifs et également, bien sûr, de parler du livre que tu as écrit, puisque il évoque les difficultés. Ça permet aussi de mettre en avant le fait que quand on voit les sportifs à la télé, quand ils réussissent un exploit, il y a énormément de choses derrière et des fois des grands moments de difficulté. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai voulu t'inviter. Et je vais donc te laisser nous parler de ton parcours, de où tu viens, quand tu as démarré la gym, et puis on prendra un petit temps pour expliquer aussi un petit peu les spécificités de la gym, parce que ça parle pas à monsieur et madame tout le monde a priori. Alors, j'ai commencé la gymnastique à l'âge de 6 ans au club de Brumat, donc c'est en Alsace, pas très loin de Strasbourg. Alors, juste avant ça, j'avais fait de l'éveil corporel, donc c'est une activité sportive qui combine de la danse avec des figures de base en gymnastique. Et voilà, donc ça, c'était mes débuts. Ensuite, je suis partie en sport-études à Haguenau, donc pas très loin de Brumat, en CM2 pour 2 ans. Donc là, je m'entraînais déjà à 18 heures par semaine. Suite à ça, j'ai été repérée, notamment au niveau de la région pour faire des stages régionaux. Ensuite, j'ai été sélectionnée pour des stages nationaux pour intégrer par la suite un pôle espoir. Donc, je suis partie à Dijon au pôle espoir à l'âge de 11 ans. Et juste, je me permets avant de continuer, la gymnastique, il y avait des personnes de ta famille qui faisaient ce sport. Est-ce qu'il y a une raison particulière, ou c'est le fait du hasard, et ça arrive à beaucoup d'enfants, bien sûr? Alors, personne dans ma famille n'a fait de gymnastique. J'ai un grand frère qui faisait du foot. Alors pourquoi la gymnastique? Quand j'étais enfant, j'étais assez dynamique et je bougeais tout le temps. Donc c'est mon médecin traitant à l'époque qui avait conseillé à mes parents de me mettre dans une activité sportive. Et ma meilleure amie de l'époque en primaire a souhaité essayer la gymnastique rythmique. Donc elle m'a proposé de venir avec elle. Mais moi, j'avais pas trop accroché à l'époque. J'ai pas trop apprécié. Et l'entraîneur du groupe de gymnastique rythmique avait également un groupe de gymnastique artistique. Et elle m'a proposé de faire un essai. Et puis, j'ai fait cet essai-là et j'ai beaucoup apprécié la gymnastique. Et puis, il y avait 5 autres de mes copines de classe qui étaient dans ce groupe également. Donc, du coup, j'ai souhaité continuer.
D'accord. Gymnastique rythmique, on va peut-être rappeler, hein, dis-moi si je dis des bêtises, mais je pense que c'est avec les massues, le ballon, le ruban et le Oui, c'est ça, cerceau, c'est ça? exactement. Ça sert d'avoir une petite sœur. Je vois des fois j'ai des trucs qui, qui reviennent facilement. Donc pour en revenir, donc tu quittes la maison familiale, donc tu es originaire d'Alsace, hein, c'est ça si on Oui, a c'est bien ça, compris? exactement. Et tu pars à 11 ans au Pôle Espoir à Dijon, ça veut dire en internat, et tu reviens chez toi tous les Alors, j'étais combien? en famille d'accueil avec deux autres filles qui s'entraînaient avec moi et je rentrais tous les week-ends. Alors, mes parents venaient me chercher parce que à l'époque, il n'y avait pas de liaison directe en train Strasbourg-Dijon. Il fallait s'arrêter à Besançon et puis il y avait une heure entre les deux trains, une heure de correspondance. Et à 11 ans, bon, c'est pas la chose la plus pratique et mes parents n'étaient pas forcément pour. Donc, mon papa venait me récupérer le samedi et il m'amenait de nouveau à Dijon le dimanche soir. Ça faisait beaucoup d'allers-retours. Waouh, donc ouais, un vrai investissement familial dans le fait de dire je permets à mon enfant de mener à bien Oui, sa carrière. exactement. Ok. Et donc là, quand tu arrives dans ce pôle espoir à Dijon, comment à cet âge-là on se situe, on repère, on est plutôt à se dire on est entre copines, etc. Ou tu as déjà cet esprit de compétition en disant ben, si elle est meilleure que moi, peut-être que moi j'irai pas plus loin. Comment ça se passe? Parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on aborde peu, mais plus jeune, il y en a certains qui ont déjà cet esprit de compétition. Alors pour moi, je m'étais jamais vraiment mis d'objectif précis en tête quand j'étais petite. Je voulais juste voir jusqu'où j'étais capable d'aller. Je voulais aller le plus loin possible, mais voilà, le fait que qu'une fille progresse plus que moi, ça m'encourageait à faire mieux. Mais c'était vraiment un esprit de compétition très sain. Il y a pas de souci à ce niveau-là. D'accord. On va peut-être en profiter maintenant pour faire la petite parenthèse dont je parlais, pour expliquer un petit peu en quoi consiste la gymnastique. Dis-moi si je me trompe, mais dans la catégorie féminine, il y a 4 Oui, agrès, c'est ça? exactement. Le saut de cheval, les barres asymétriques, la poutre et le sol. D'accord. Alors barre asymétrique, juste on va préciser, c'est donc des barres qui sont parallèles mais qui sont pas à la même hauteur, et c'est ce qui a valu la mise en lumière, on va dire, de cet agrès par Nadia Comaneci à Montréal en 76 avec cette note de 10. D'ailleurs, je sais que souvent en gymnastique, on a un agrès sur lequel on est un peu plus, on est plus à l'aise. Toi, c'était lequel? Alors moi, j'ai jamais eu d'agrès très fort. J'étais plutôt généraliste, donc ça veut dire que j'étais assez régulière sur les quatre agrès. J'ai jamais eu de spécialité en gymnastique. Ok, ouais, donc c'est une vraie particularité le fait de ne pas en avoir, parce que la plupart du temps il y a toujours un agrès sur lequel on essaye de se développer. Donc toi tu as été dans le côté Bah, à généraliste. l'époque, c'était un petit peu la politique de la fédération. Ils voulaient vraiment que toutes les gymnastes soient régulières et fortes à tous les agrès. Donc, il n'y avait pas d'accent mis sur un seul agrès. Maintenant, il me semble que ça a un petit peu évolué. Mais avant, c'était vraiment tout le monde fait les quatre agrès et tout le monde doit être le plus régulière possible sur les quatre agrès. Et comment vous êtes, j'allais dire évalué, parce que ça c'est mon côté ancien RH qui parle, mais en fait vous êtes jugé puisqu'il y a des juges. Et sur quoi vous êtes jugé? Alors, on est jugé sur les difficultés et l'exécution. Alors, c'est vrai que c'est pas forcément toujours très compréhensible quand on n'est pas dans le milieu. Mais il faut savoir que voilà, il y a un nombre d'éléments à faire, de figures dans un enchaînement. Ces figures-là donnent un certain nombre de points, donc qui va donner ensuite une note de départ. Et puis ensuite, on est jugé sur l'exécution. Donc toutes les fautes sont déduites. Et ensuite, la note d'exécution et la note de difficulté sont ajoutées pour donner la note finale. Mais c'est vrai que c'est un petit peu difficile à comprendre. Ouais. Ce que tu veux dire, c'est au plus on essaye de faire un mouvement, enfin des mouvements compliqués et une combinaison de mouvements compliqués, au plus on peut marquer de points, mais au plus aussi on prend des risques de tomber ou de ne Oui, pas exactement. réussir. Ok. Et alors, moi, ce que j'ai dans les renseignements, et puis par connaissance, c'est un sport, et il faut le rappeler, hein, qui évalue aussi, enfin, on est jugé sur la performance physique, puisque
ce que vous faites, c'est assez extraordinaire et on en reparlera après, sur la maîtrise technique de ces éléments, sur votre souplesse et sur votre grâce aussi, puisque il y a quand même un côté gymnaste où voilà, il y a un enchaînement de mouvements et il faut être capable de faire ça avec grâce. Oui, oui, c'est vrai que c'est aussi un critère très important. Et puis d'ailleurs, à la poutre et au sol, il y a des déductions possibles si jamais on n'est pas assez gracieuse ou voilà, il y a des déductions possibles pour ça. Ok, et ça amènera à ce qu'on discutera sur tout ce que tu as vécu, sur la manière euh, dont on gère les jeunes femmes dans cette partie-là, entre guillemets, puisqu'effectivement, il y aura un lien avec l'alimentaire. Avant de continuer sur ta carrière, juste un petit éclairage pour les gens, c'est que en préparant l'interview, donc moi j'ai souvenir d'Émilie Le Pennec, la médaillée d'or en 2004 à Athènes. Est-ce que pour toi c'était une référence puisque tu as commencé la gym en 2002, 2 ans après elle devient médaillée d'or? Oui, oui, moi c'était vraiment un modèle pour moi et puis je l'admirais vraiment pour ses résultats et puis pour tout ce qu'elle avait fait. Ouais, parce qu'il faut aussi pareil rappeler, alors ça je ne savais pas du tout, en préparant l'interview, il y a eu seulement 3 champions olympiques en gym. En 1900, il y a eu Gustave Sanda. En 1924, il y a eu Albert Seguin. Et il y a Émilie Le Pennec en 2004. Voilà, c'est énorme. Ça veut dire que voilà, ce qu'elle a fait, c'était impressionnant. Donc j'imagine bien qu'en commençant la gym, quand tu la vois médaille d'or, ça peut donner des idées. Oui, oui, bien sûr, surtout que c'était la première gymnaste féminine justement à avoir une médaille d'or aux Jeux Olympiques En françaises. plus, en plus. Et à l'époque, je me souviens aussi, on avait beaucoup mis en avant son petit gabarit, puisqu'elle fait 1m60. Enfin, j'ai souvenir que, si je me trompe pas, on l'avait mis à côté de Teddy Riner et autres. Est-ce que tu peux juste nous dire ta taille? 1m47. D'accord, ouais. Donc quand elle fait, enfin, elle gagne, a priori, elle fait 1m60, quelque chose comme ça, ou 1m55, enfin bref, elle est même plus grande que toi. Donc à l'époque, effectivement, dans l'équipe, ils avaient mis en avant ton petit gabarit et cette opposition, entre guillemets, avec la montagne Teddy Riner. Bon, voilà, on a fait une parenthèse sur la gym, mais je pense que c'était important pour que les gens comprennent bien. Donc on se retrouve là, on revient au Pôle Espoir à Dijon, donc avec ton papa qui fait les allers-retours, etc. Quand on arrive en famille d'accueil comme ça, donc on se retrouve dans une famille qu'on connaît pas et on se retrouve avec 3 filles que tu connaissais pas ou tu les connaissais déjà d'avant? Alors j'étais avec deux autres filles, on était trois en tout, et puis je les connaissais pas forcément avant d'intégrer le pôle de Dijon, mais voilà, on a vite appris à se connaître, on s'entraînait ensemble, et puis on vivait ensemble sous le même toit, donc on se connaissait bien après au fur et à mesure. Enfin, on a appris à se connaître. Ouais, j'imagine, je me doute que à vivre comme ça en proximité. Comment ça se passe aussi par rapport à la famille d'accueil? C'est des gens qui se proposent, qui sont volontaires, qui ont déjà des enfants aussi peut-être sportifs ou sportifs de haut niveau et ils se disent c'est bien d'aider. Comment ça fonctionne? Alors il me semble que c'est des personnes qui se proposent. À l'époque, il y avait que une dame qui faisait famille d'accueil à Dijon, parce que la majorité des filles qui étaient au pôle espoir de Dijon habitaient vraiment dans les alentours, que ce soit à Dijon ou d'autres villes pas très loin. Donc on n'était que trois, il me semble, de d'autres villes. Ok. Et le fait d'être loin de chez toi, est-ce que ça décuple ta motivation? C'est-à-dire, tu te dis, quitte à être parti de la maison, faut vraiment que je bosse pour montrer que ça vaut le coup et entre guillemets, il faut que je montre, par exemple, à mon papa qui fait les allers-retours qu'il les fait pas pour rien. En fait, c'est moi qui ai vraiment choisi de partir au pôle espoir à Dijon. Ça n'a pas été trop dur pour moi le départ de la maison. Je pense que ça l'a été plus pour mes parents. Et moi, j'étais vraiment dans mon truc et puis voilà, j'étais motivée pour progresser, mais je me suis jamais mis vraiment de pression à ce niveau-là. Ok. Et est-ce que c'est dès le Pôle Espoir que les premiers résultats commencent à se montrer, où tu te dis, il y a une entrevue, puisque quand tu rentres au Pôle Espoir, c'est les JO de Pékin, je suppose, quelque chose comme ça, pas loin. Oui, je suis rentrée au pôle de Dijon en juin 2000, je crois que c'était 2008, Ouais, donc il me semble. les JO qui ont lieu Oui. dans l'été. Et, et puis oui, les résultats sont arrivés quand même assez rapidement.
Euh, dans les compétitions nationales, bon, la première année, forcément, c'était un petit peu plus difficile parce qu'il faut s'adapter au rythme d'entraînement, aux entraîneurs. Mais dès la deuxième année, j'ai été sélectionnée pour participer au championnat d'Europe junior. Donc, oui, les résultats, ou les sélections du moins, sont arrivées assez rapidement. Et tu as dit tout à l'heure que tu t'étais pas fixé d'objectif. Est-ce que, par contre, même sans se fixer d'objectif, est-ce que les JO c'est un petit rêve ou en fait toi tu fais ton petit bonhomme de chemin et puis voilà c'est pas le premier truc auquel tu penses. Alors, si, quand même, les JO, ça a toujours été un rêve pour moi, mais voilà, j'avançais vraiment au fur et à mesure. Et puis, c'est plus l'objectif approchait, plus bah, j'avais envie d'y participer. Mais au départ, voilà, c'était quelque chose de lointain et j'y croyais pas non plus forcément. Ok. Et quand on t'annonce ta sélection, je ne sais pas si ça se passe par une victoire dans un tournoi ou autre et qui fait que t'es qualifié ou c'est les entraîneurs qui vous sélectionnent. Alors, pour les Jeux Olympiques, la sélection a été décidée après les championnats de France élite en 2012. Donc, j'ai été sacrée championne de France senior. Et puis, bah, du coup, je m'y attendais quand même un petit peu, mais forcément, tant qu'on n'a pas l'annonce officielle de la sélection, on n'est jamais sûr. Et puis, entre l'annonce de la sélection et les Jeux Olympiques, il y avait encore une période assez longue, et puis on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, c'est pas une sélection qui est acquise à partir du moment où on apprend qu'on va y participer. Alors une petite parenthèse, quand tu dis championne de France élite, ça veut dire que tu es championne de France sur le parcours général, c'est ça? Oui, alors j'ai été championne de France sur le concours général, et après, on avait également des finales par agrès. Et là, j'ai été sacrée championne de France. Alors, il faut que je me souvienne, au saut, je crois, et à la poutre. Et après, deuxième au sol et au bar, je crois. Oui, donc en France, t'étais dans les top, top, top meilleurs. Enfin, tu prends pas ta sélection au JO et c'est important de le redire aux gens. Tu prends pas ta sélection au JO par défaut parce qu'il y a une blessure ou autre. Tu es vraiment dans les meilleurs de France. Et à ce moment-là, j'avais un assez bon niveau, on va dire. Et quand tu annonces à tes parents que tu es sélectionné au JO, enfin à tes parents et à tes proches, peu importe après qui réagit, mais qu'est-ce que tu sens dans leur regard? Je pense du soulagement aussi, parce que voilà, c'est quand même beaucoup d'investissement. Euh, C'était devenu mon objectif principal, j'en parlais tout le temps, donc du soulagement. Et puis, moi, je pense qu'ils étaient contents pour moi aussi. Ok. Et donc, au moment où tu pars avec l'équipe de France, explique-nous un petit peu de l'intérieur, comment ça se passe. Vous êtes réunis d'abord tous les gymnastes ensemble, ensuite vous croisez d'autres sportifs pour essayer de nous faire revivre un tout petit peu le côté off que nous, on ne voit pas du tout. Comment ça se passe? Alors, il y a eu plusieurs stages en amont avant le départ. Donc, nous, on s'entraînait tout à l'INSEP, toutes les filles qui étaient sélectionnées. Il y a eu pas mal de blessures, donc des changements au niveau de l'équipe, même des titulaires qui étaient blessés, enfin voilà, là, il y a vraiment, c'était une préparation qui était assez difficile. Et Ouais. quand ça arrive, toi, à titre perso, parce que on est toujours déçu pour l'autre, mais à titre perso, on commence à penser à soi et on se dit, ouf, est-ce il y a eu des moments où tu t'es dit, mon Dieu, si ça m'arrive? Oui, 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 en plus, ça m'est arrivé parce que du coup, j'ai eu une fracture de fatigue au coude. Je crois que c'était à peu près un mois ou un mois et demi avant les Jeux Olympiques. Donc, à partir de ce moment-là, bon, il y avait beaucoup de douleurs. J'ai été chez le médecin. J'ai même dû aller voir un chirurgien pour savoir si je pouvais quand même participer à la compétition ou bien si c'était trop dangereux. J'ai eu du repos avant, il a fallu adapter les entraînements, donc il y avait vraiment de l'incertitude et je savais pas du tout si j'allais pouvoir reprendre, si j'allais pouvoir être en forme pour participer au JO. Donc oui, c'était une période quand même assez difficile. Et puis bon, après, bah, il y a le départ pour les Jeux. On est parti en train de la gare du Nord, parce que c'est les Jeux Olympiques de Londres. On est parti avec l'équipe masculine. Là, quand tu arrives,
Là, quand tu arrives à la gare du Nord avec tout le monde je suppose, en tenue, vous devez avoir une tenue officielle, etc., et que tu vois tout le monde, quand on a 15 ans, qu'est-ce qu'on se dit? Bah, que c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et puis, je mesure quand même enfin, je me rends compte de la chance que j'ai de pouvoir participer à cette compétition-là. Bah, c'est vraiment un moment magique parce que je me souviens, on est sorti du train et puis il y avait les anneaux olympiques dans la gare de Londres. Donc là, on se dit waouh, on y est. Ensuite, on prend le bus pour aller vers le village olympique et puis là, bah voilà, on découvre le village olympique, beaucoup d'athlètes français et étrangers. Alors moi, je connaissais pas vraiment grand monde à l'époque. Je savais pas trop ce qui se passait. Enfin voilà, je regardais un peu autour de moi, émerveillée. Et puis oui, la découverte du village, des chambres. Enfin voilà, c'était vraiment des bons souvenirs. Et tu as fait la cérémonie d'ouverture? Non, en gymnastique, on fait pas la cérémonie d'ouverture parce que les compétitions commencent en général le lendemain. Donc voilà, on n'a pas le droit de faire les cérémonies d'ouverture. On l'a regardé un petit peu depuis le salon de notre appartement au village olympique. Mais après, on est allé se coucher assez tôt quand même. Parce que c'est pas la même chose. Pour Tokyo, il y a eu une exception, je pense, hein, pour Samir Aït Saïd, qui était porte-drapeau, mais effectivement, il avait sa compétition le lendemain ou le surlendemain, quelque chose comme ça. Oui, voilà, c'est ça, Ouais, oui. ouais. Et donc, tu fais les JO. Euh, la compétition, elle se passe comment pour toi? Alors, la compétition, ça a été compliqué. Bon, il y avait beaucoup de pression, beaucoup de tension dans l'équipe. La préparation n'avait pas été, enfin, dans l'équipe avec le staff, et la préparation n'a pas été optimale. Alors, moi, j'ai fait une petite erreur au sol. Après, les barres, voilà, j'avais fait un bon complet. Le saut, c'était un très bon saut aussi. Et ensuite, dernier agrès à la poutre, une chute. Bon, voilà, malheureusement, ça arrive, hein. C'est des lois du sport. Mais voilà, moi, j'étais pas. Enfin, j'étais un peu mitigée. Je savais pas trop si j'étais contente, pas contente de ma compétition. Euh, les entraîneurs n'étaient pas contents. Donc, moi, je garde pas forcément un bon souvenir de la compétition en elle-même. Et faut l'expliquer aussi, hein, en gymnastique, il y a le concours individuel et il y a le concours par équipe. Et en concours par équipe, vous terminez combien, l'équipe de France? Alors, on est arrivé 11e. D'accord, ok. Ouais, donc pas, effectivement pas une réussite du tout. Non, non. Et donc quand tu dis pas un bon souvenir pour toi, puisque là on va rentrer dans le sujet de ton livre, hein, c'est que la gym a amené pour toi à avoir des troubles de conduite alimentaire ou troubles de comportement alimentaire, peu importe le nom qu'on lui donne. Ces troubles-là, ils ont commencé avant les JO? Oui, je pense que ça a commencé. Alors, l'année 2012, c'est sûr, j'ai pas de date précise en tête. Je pense que ça a été vraiment progressif déjà 2011, 2012, mais 2012, c'était voilà, c'était une année vraiment très compliquée. Après, en gym, on est jugé sur le physique. Il y a énormément de commentaires de la part des entraîneurs sur notre poids, notre physique. Et puis, voilà, que ça nous soit destiné ou pas. Moi, ça m'était pas forcément destiné. Mais quand on entend les mots des entraîneurs qui commentent un petit peu le physique ou le poids de nos copines tous les jours à l'entraînement, forcément, on commence un petit peu à anticiper la situation. Et puis, voilà, ça apporte pas forcément des bonnes choses. Et puis, on était pesé régulièrement. Ouais. Ouais, ce que tu expliques dans ton livre, c'est que effectivement, ce que tu viens de dire, c'est que toi, tu avais plutôt un gabarit petit et léger. Donc, au fond, les commentaires, ils n'étaient pas tournés vers toi, mais le fait que tu les entendes et que tu vives au cœur de tout ça, t'amène à faire très attention à ce que tu manges. C'est ça, toi-même, tu fais attention à ce que tu manges. Oui, oui, exactement. Parce que voilà, il y a mes coéquipières, il y en a certaines qui avaient l'âge, enfin, qui entamaient leur puberté. Et forcément, le corps change. Et puis voilà, c'est difficile pour elles. Et puis les commentaires des entraîneurs qui leur rappellent sans cesse que elles sont trop grosses, c'est vraiment un mot qui revenait régulièrement et qu'elles devaient aller au sauna en survêtement pour perdre du poids, alors que bah, enfin, on perd pas du poids en allant au sauna en survêtement. Donc toi, déjà tu as entendu ces paroles-là et donc tu as vu des filles faire ce genre de choses complètement ahurissantes.
Oui, c'était devenu vraiment une pratique courante et que ce soit dans la gym ou même dans d'autres sports. À l'INSEP, on voyait ça quand même assez régulièrement. D'accord, ok. Ouais, donc forcément, ça impacte ton cerveau et de ce que j'ai compris, parce que j'ai fait le choix de pas acheter ton livre et lire ton livre, je vais l'acheter, mais je le lirai plus tard, pour justement garder un petit peu cet échange et faire en sorte que bah, j'ai pas tout connu de ton histoire et que tu m'en expliques un petit peu. Bon, bien sûr, l'interview de l'équipe explique pas mal de choses, mais ce que tu expliques, c'est que aussi tu cachais ces difficultés que tu avais avec la nourriture et avec le fait de manger normalement. Oui, exactement, parce que ça devient vraiment un engrenage. Et en fait, c'était vraiment mon nouveau projet de perdre du poids. Enfin, j'étais plus impliquée dans ça que dans ma pratique sportive. Et c'est quelque chose enfin, j'avais tout le temps ça en tête, quoi. Je planifiais mes repas, je mangeais tout le temps la même chose, je comptais le nombre de calories. À l'entraînement, en cours, j'avais une balance et je me pesais vraiment tout le temps dans ma chambre. C'était vraiment devenu quelque chose d'obsessionnel. Ouais, et il faut le dire, c'est pas, enfin ça en devient une maladie, hein. Enfin, faut l'expliquer aussi aux gens qui nous écoutent. C'est pas un truc en disant mais ça va pas, il va pas bien. Non, t'es rentré dans un engrenage qui t'a amené vers vraiment une maladie, un problème. Enfin, c'est de la santé mentale, hein, parce que au fond, les paroles sont rentrées dans ta tête et pour toi, c'est devenu obsessionnel. Euh, et en fait, tes parents et les entraîneurs, etc., comment ils réagissent? Parce que on peut déceler certaines choses, et puis physiquement, je suppose que comme t'es pas quelqu'un de grand et costaud, par principe, dès que tu perds du poids, ça doit se voir. Comment on réagit, soit tes entraîneurs, même tes parents? Alors, les entraîneurs, bah, au début, ils me prenaient en exemple. Enfin, oui, ils me prenaient en exemple. Parce que, bon, en gym, c'est bien connu, il faut être légère, fine. Voilà, enfin, c'est vraiment un standard de la gym. Alors maintenant, ça a un petit peu changé. Mais à l'époque, ils me prenaient en exemple. Et puis, bah, à un moment, ils voyaient bien que ça devenait difficile. J'avais plus de force. Au niveau des pesées, bon, j'avais trouvé des alternatives pour voilà, que ça se voit pas que je perde du poids. Mais la diététicienne prenait notre masse grasse aussi. Et elle voyait très bien que voilà, au niveau de la masse grasse, j'étais pas dans la norme. Donc, j'avais un plan alimentaire à suivre, mais bon, moi, je suivais pas. Et puis, mes parents, alors il y a le médecin de l'INSEP à l'époque qui avait appelé mes parents pour leur demander si je mangeais correctement à la maison. Et puis, bah, mes parents, je leur en ai jamais parlé. Et comme j'étais à la maison que pendant 24 heures, je faisais tout pour pas qu'ils s'en rendent compte parce que, voilà, je voulais pas les inquiéter. Et puis, moi, j'étais dans mon truc et je voulais que personne ne m'embête avec ça. Donc, j'avais vraiment réussi à le cacher à tout le monde, quoi. Et puis, comme c'était l'année des Jeux Olympiques aussi, forcément, tout le monde à l'INSEP sait que une année olympique, ça demande énormément d'énergie. Donc, c'est pas non plus, enfin, pour eux, c'était pas forcément inquiétant que je perde du poids. Ils surveillaient, mais sans s'inquiéter plus que ça, quoi. Et ça veut dire que quand, par exemple, il y avait je sais pas, si tu revenais le dimanche et tout, il y avait un repas familial et autres, tu prétextais certaines choses en disant, bah, j'ai pas trop faim, ou tu demandais à avoir un plat particulier en disant, bah, comme je dois faire attention, mais ils pouvaient pas voir réellement ce qui se passait. Oui, et puis je demandais pas forcément de plat particulier. Je mangeais bien quand j'étais à la maison. Je me restreignais toute la semaine et puis le week-end, je mangeais correctement. J'anticipais en fait la semaine juste avant et juste après. Ouais, il y avait une organisation dans cette situation qui est encore une fois un trouble et que tu organises pour faire en sorte de pas inquiéter tes proches. Euh, donc, suite au JO, une non-performance, on va dire, et un mécontentement pour toi. Comment ça se passe la suite, puisque on le sait en gymnastique, même s'il y a d'autres compétitions entre deux, les Jeux Olympiques, c'est la lumière. Donc quand on quitte Londres, je suppose que dans ta tête, tu te dis prochaine étape, les JO de Rio, ou peut-être pas d'ailleurs, hein, tu fonctionnes peut-être autrement. Alors la période post-Jeux de Londres a été quand même assez difficile parce que j'étais toujours blessée. Enfin voilà, j'avais toujours ma fracture de fatigue au coude, j'avais mal, je savais que j'allais avoir du repos
enfin que j'allais pas pouvoir reprendre l'entraînement tout de suite et puis j'avais pas trop envie non plus. Enfin, j'étais un peu démotivée. Je savais pas trop si j'avais envie de continuer ou pas. J'avais pas forcément d'objectif en tête. Parce que voilà, je parlais aux médias, ils posaient souvent cette question-là, les journalistes, est-ce que le prochain objectif c'est Rio? Alors forcément, je répondais oui, mais clairement, c'était pas du tout l'objectif que j'avais en tête. Je savais vraiment pas ce que je voulais faire. Et je pense que ça, on en parle vraiment très peu. C'est que la période après les Jeux Olympiques peut être vraiment difficile à vivre parce que l'objectif de beaucoup de sportifs, c'est d'aller aux Jeux Olympiques ou bien d'avoir une médaille aux Jeux Olympiques. Sauf qu'on ne pense pas forcément à l'après et on ne se demande pas ce qu'on va faire après les Jeux. Donc enfin voilà, si on avait l'objectif d'une médaille olympique et qu'on n'a pas réussi à l'obtenir, il y a aussi cette déception-là et on ne sait pas trop comment rebondir. Donc moi j'ai eu un mois de vacances après. Euh, Pendant les vacances, enfin, voilà, j'avais peur de prendre du poids, j'avais mal au coude, je savais pas si je voulais retourner à l'entraînement. Enfin, c'était un peu compliqué, quoi. Ouais, t'es en souffrance constante, c'est-à-dire la tête, elle est en souffrance parce que tu viens de passer des JO, etc. Puis tu te poses plein de questions. Tu as une souffrance physique au niveau du coude, tu sais pas, enfin ton corps souffre puisque tu le nourris pas assez entre guillemets. Enfin bref, enfin c'est un cercle. Tu sors des JO, c'est une lessiveuse presque. Et à 15 ans, la scolarité, puisqu'on n'en a pas parlé, mais comment elle se passe, elle est totalement mise entre parenthèses parce que à 15 ans, tu es carrément là dans enfin, ce que font les sportifs de haut niveau, on va dire, des fois à 20-25 ans. Toi, tu le fais à 15 ans, donc tu es dans une scolarité qui est adaptée, totalement adaptée, ou comment ça se passe? Explique-nous un petit peu. Alors, nous, pendant la préparation des Jeux Olympiques en 2012, on allait tout à l'école. C'était vraiment l'objectif des entraîneurs que on rate enfin pas aucun cours, mais qu'on suive le même programme que les autres sportifs à l'INSEP pour qu'on puisse vraiment avoir notre année. Ça, ils y tenaient vraiment que, voilà, pour eux, le double projet, c'était important. Et puis, bah, pour moi, c'était important aussi parce que ça a toujours été l'école avant la gym. Et puis, bah voilà, c'est important et ça permet aussi de sortir un petit peu tout le temps de l'entraînement. Donc moi, j'étais en seconde l'année des Jeux Olympiques et bah, j'ai fait ma seconde. On avait des cours aménagés, bien sûr, à l'INSEP, mais voilà, Ouais. j'ai eu mon année de seconde. Ça n'a pas impacté. Et euh, ce que tu vis, puisque là on est après les JO, vous avez vécu une performance collective, les filles en étant 11e. Toi, tu as pas bien vécu, même si individuellement, comme tu le dis, bah, tu as fait des bons sauts et des bons parcours. Bah, effectivement, il y a des trucs que tu aurais aimé. Mais tu parles de ces entraîneurs qui créent une ambiance et autres. Est-ce qu'il y a une prise de conscience? Est-ce qu'il y a des gens qui parlent ou est-ce que tout le monde est dans ce truc de se dire c'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne et puis ben, on aurait dû faire mieux? Alors, on savait que enfin, le résultat obtenu par équipe, c'était pas celui attendu. Pareil, il y en avait des objectifs individuels qui n'ont pas forcément été atteints et on savait aussi que voilà, on aurait pu mieux faire, mais bon, comme dit, c'est la loi du sport, il y a des aléas et la préparation a été difficile. Après, non, il n'y avait pas forcément d'échange. Il faut savoir que nous, après notre compétition, enfin voilà, on s'est fait remonter les bretelles par les entraîneurs. On est tous sortis en zone, vers la zone presse en pleurs devant les journalistes. C'était vraiment un moment très très compliqué et c'est pour ça aussi que voilà, j'ai pas forcément un bon souvenir des Jeux Olympiques et je sais que c'est le cas pour la plupart des filles qui étaient avec moi. Mais non, l'ambiance était vraiment tendue et puis après la compétition, pendant une semaine, ils ne nous ont plus parlé quoi. Donc il n'y avait pas forcément d'échange ou de discussion à ce niveau-là. On savait qu'on n'avait pas été à la hauteur de leurs attentes et puis voilà, ça s'arrêtait là. Ok. Et donc, tu prends un mois de vacances, a priori, tu reposes aussi un petit peu ton corps. Comment tu te remets en énergie pour avancer vers un prochain objectif et vers des échéances qui suivent?
Qu'est-ce qui suit après ce temps enfin, ce mois de vacances, ce repos et comment tu te remets, entre guillemets, sur selle? Alors, du coup, après les vacances, je suis retournée à l'INSEP. J'étais tout le temps, enfin, j'avais toujours pas le droit de reprendre les entraînements à cause de mon coude. Donc, j'avais des soins chez le kiné, des infiltrations ça a duré plusieurs mois parce que ma blessure enfin, ne cicatrisait pas. Et puis, à un moment, voilà, les entraîneurs ne voulaient plus suivre les recommandations du médecin, donc j'ai recommencé à m'entraîner, mais j'ai eu mal de l'autre côté. Enfin voilà, c'était vraiment un cercle vicieux. C'était une année compliquée où j'ai rien fait l'année 2013. Voilà, j'ai fait une compétition, je crois, mais juste à la poutre. Et puis j'étais pas du tout motivée, donc les résultats, enfin il n'y avait pas de résultats. Et tout ça n'aide pas pour tes troubles, puisque comme tu t'entraînes pas, je suppose que ta crainte dans ta tête, elle est de prendre du poids. Oui, voilà, exactement. Il y avait toujours ce contrôle et puis du coup j'étais vraiment. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu la chose qui m'a fait tenir parce que justement je pensais tout le temps à ça et puis ça me permettait. Enfin, c'est bizarre, mais ça me permettait de me vider la tête et d'avoir un objectif parce que j'en avais pas en gym. C'était entre guillemets ta compétition à toi sur le poids, et donc de ce fait-là, tu te mettais des challenges là-dessus, c'est ça? Oui, exactement. Ok. Et comment ça avance pour qu'on avance un petit peu dans le temps? Comment ça avance jusque Rio 2016, puisqu'à Rio 2016, donc tu as 19 ans. On sait qu'en gymnastique, des fois 19 ans, c'est vieux, entre guillemets. Notamment pour les filles, hein, encore plus que pour les garçons, si je me trompe pas et si je m'en réfère à ce que je vois quand je regarde les championnats d'Europe ou les JO. Euh, qu'est-ce qui fait que tu es remplaçante? C'est qu'il y a d'autres personnes qui sont vraiment performantes ou c'est toi qui a de la difficulté à performer? Comment ça se passe, dis-nous? Pour les Jeux de 2016, donc à cette époque-là, du coup, moi maintenant j'étais en études supérieures. Je m'entraînais quand même beaucoup moins que les plus jeunes parce que j'avais des cours à la fac à raison de 2 ou 3 matinées par semaine et c'était à Paris-Dauphine. Donc l'INSEP, c'est Bois de Vincennes. Paris-Dauphine, c'est Bois de Boulogne, c'est-à-dire totalement à l'opposé. Donc il fallait que j'aille en cours. Voilà, ça me prenait 1 heure le matin, 1 heure pour revenir. Et puis après l'investissement au niveau des études supérieures, c'est pas la même chose. Donc j'avais des entraînements aménagés. Euh, et puis voilà, mon calendrier universitaire, ça correspondait pas forcément au calendrier sportif. Donc je faisais comme je pouvais. Et puis il y avait enfin, différentes sélections. Euh, Moi, je savais que ça allait être difficile pour moi de me sélectionner pour les Jeux de Rio. Donc je faisais mon maximum et puis après au final j'ai été nommée comme remplaçante donc c'était aussi une belle satisfaction pour moi parce que voilà je m'y attendais pas forcément non plus vu que ça avait été aussi compliqué de concilier le double projet à ce niveau-là, enfin à ce moment-là. Ce que tu soulèves, hein, c'est un problème que j'ai évoqué dans des podcasts que j'ai déjà enregistrés, qui n'ont pas été diffusés, mais qui le seront au moment où les gens entendront ce podcast. Mais c'est une vraie problématique en France, un vrai souci qui fait que, en fait, pour moi, il n'y a pas, enfin, il n'y a pas une vraie considération du sportif de haut niveau par rapport aux études, alors que je pense qu'on pourrait vraiment essayer de trouver le moyen d'eux. Enfin, quand j'entends certains parcours et que j'entends le tien là aussi également, je me dis, voilà, on ne fait pas d'efforts. Et puis après, quand on est devant notre télé, à la fin des JO, on dit, on n'a pas assez de médailles. Bah oui, mais il ne faut pas se poser trop de questions non plus, hein. Je veux dire, à un moment, tu peux pas, toi, mettre tes études complètement de côté, puisque, comme on l'a déjà évoqué, hein, la carrière d'un gymnaste ou d'une gymnaste est assez courte et elle te permet pas d'en vivre, quoi. Hormis si après tu deviens entraîneur et encore, il y a pas de la place pour tout le monde, hein. Oui, exactement. Bon après moi j'ai eu la chance aussi de suivre une formation aménagée pour les artistes et sportifs de haut niveau. Ça s'appelait le Deja de Talent. Donc j'étais la première promotion justement à l'université Paris-Dauphine et les cours étaient vraiment aménagés. On n'avait pas cours tous les jours, mais c'est vrai que enfin, on m'a demandé plusieurs fois d'arrêter mes études pour pouvoir espérer d'être qualifiée pour les Jeux Olympiques. Et enfin moi j'ai toujours refusé parce que comme je l'ai dit plus tôt c'était d'abord les études et après la gym parce que justement je sais que voilà, je j'allais pas pouvoir vivre de la gym toute ma vie.
Ok, donc quand tu es sélectionnée en tant que remplaçante, pour toi, tu le vis comme un truc en te disant, bah, j'y participe et au fond, j'arrive à concilier et mes études et je me retrouve quand même à Rio. Euh, Raconte-nous un petit peu, puisque là, tu le vis différemment, puisque c'est plus ta première fois, c'est la deuxième. Euh, qu'est-ce que tu... euh, qu'est-ce que tu peux nous raconter un petit peu de cette ambiance à Rio? Est-ce qu'il y a des choses, des similitudes avec Londres ou il y a des choses totalement différentes? Alors pour moi, c'était totalement différent et je pense que ça a été justement très bénéfique pour moi de vivre les Jeux en tant que remplaçante parce que bah, j'y allais vraiment comme ça et je savais très bien que peu importe ce qui allait se passer au niveau de l'équipe, je serais pas, enfin je remplacerais personne. Donc on est arrivé sur place avec le remplaçant masculin. Et puis on est allé dans un village annexe, donc le village où il y avait tous les remplaçants français. Il y avait vraiment une très bonne ambiance. On a eu l'occasion de regarder plusieurs sports, de visiter. Enfin voilà, j'ai vraiment vécu ces Jeux Olympiques-là sous un autre angle, sans pression et vraiment en profitant de l'événement. Et quand tu dis j'étais sûr de pas, quoi qu'il arrive, j'étais sûr de pas être titularisé ou en tout cas de pouvoir faire une épreuve, c'est que il y avait un message qui t'avait été passé ou c'est juste parce que ça n'arrive jamais quand tu es remplaçant, c'est vraiment. Si, enfin, je l'avais compris très rapidement au moment de la préparation. D'accord, ok. On t'avait fait passer le message. Je l'ai compris. On m'a pas fait passer le message, mais je l'ai rapidement compris. Oui, donc c'est si tu l'as compris, c'est qu'il y avait un message, mais qu'ils l'ont pas dit ouvertement, quoi. Oui, voilà, Ouais, c'est c'est pas pas dit. explicite. Ok, et il y a une, on n'en a pas parlé à Londres parce que comme tu l'as dit, tu étais jeune et tu connaissais pas beaucoup de sportifs, mais t'as rencontré certains grands sportifs que tu admirais, tu t'es dit waouh, ou non, mais tu as rencontré d'autres sportifs avec qui aujourd'hui tu es toujours en contact et tu as créé des bonnes amitiés. Qu'est-ce que tu retiens entre guillemets humainement, puisqu'on a beaucoup parlé de sport et autres, qu'est-ce que tu retiens humainement de ces JO que tu vis un peu différemment? Bah, j'ai eu l'occasion de rencontrer du coup plusieurs remplaçants et même dirigeants sportifs français. Mais Mhm. après, voilà, j'ai plus de lien forcément avec Ouais. eux. C'était juste sur le moment, on profitait de l'événement tous ensemble. D'accord. Ouais, c'était un événement collectif et vous avez vécu l'instant T comme ça en direct. Oui, c'est ça. Ouais. Euh, et au sortir des JO, c'est à ce moment-là que que change entre guillemets la façon de voir les choses, c'est que tu pars aux États-Unis. Explique-nous comment ça se passe, quel est le déclic, parce que si quand tu pars aux États-Unis, il y a aussi une question d'études. Enfin, explique-nous un peu tout ce qui a cheminé dans ta tête pour en arriver à prendre cette décision de partir aux États-Unis. Alors, juste après les JO, je suis pas tout de suite partie aux États-Unis. Je suis encore restée un an en France. Et puis, bah, pareil, l'année, donc c'était en 2017, j'étais beaucoup plus impliquée dans les cours. Je m'entraînais encore moins qu'avant. Donc, vraiment, enfin, voilà, je devais être à 15 heures d'entraînement par semaine, même pas. Je faisais quelques compétitions avec mon club, mais voilà, pour moi, enfin, je savais que c'était ma dernière année, de gymnastique. Et puis, au niveau de la fac, il fallait que je fasse un échange universitaire, parce que j'allais rentrer en troisième année en 2018. Il fallait que je fasse un échange à l'étranger. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me poser des questions. Au départ, je voulais partir en Allemagne. Donc, j'avais pris contact avec des clubs allemands pour participer au championnat allemand. Et puis, ensuite, enfin, il y avait des tests de langue à faire au niveau de l'université et puis j'avais le niveau requis pour aller aux États-Unis dans une université et à ce moment-là, je me suis dit bah tiens, pourquoi j'essaierais pas de partir avec la gym et de continuer à concilier la gym et les études. Donc j'ai pris contact avec des universités. Je suis allée visiter des campus et puis bah, Arizona State, c'est l'endroit où je me suis vraiment sentie le mieux tout de suite. Et puis je m'entendais vraiment très bien avec les entraîneurs, très bien avec les gymnastes. Et je me suis dit bah, voilà, que j'allais essayer, enfin, que j'avais envie de voir autre chose et d'essayer cette nouvelle aventure. Et puis je savais pas du tout comment ça allait se passer parce que personne en France avant
partie aux États-Unis pour participer au championnat universitaire américain. Et comme j'aime bien un petit peu les projets un peu fous, je me suis dit, je vais me lancer et puis on verra bien. Et c'est effectivement ce que tu dis, c'est assez étonnant. Moi, quand j'ai découvert que c'était toi la première, je me suis dit, bah, on a eu d'autres gymnastes qui auraient pu y aller, mais au fond, c'est parce que le niveau est pas assez bon, ou c'est parce qu'à l'INSEP, on préfère garder les sportifs près de soi. Enfin, qu'est-ce qu'il explique, à ton avis? Je sais pas du tout pourquoi ça s'est jamais fait D'accord. avant. Après, je sais qu'il y a beaucoup de prérequis au niveau des études. Ouais. Il y a beaucoup de tests de langue à faire. Ok. Donc, mais honnêtement, je pourrais pas dire pourquoi personne n'est jamais allé. Ok. Et Je pense que c'était peut-être aussi un peu moins connu, je sais pas. ouais. Et quand tu fais ces visites d'université, tu fais ça en famille, tu fais ça toute seule, comment ça s'organise? Non, non, toute seule, je pars aux États-Unis. Je crois qu'on a le droit d'être sur place 48 heures. Donc, je prends l'avion, 48 heures sur place et je reprends l'avion, pour rentrer en France. C'est vraiment un voyage express, mais je pense que c'était aussi important pour moi de voir un petit peu les différents campus et pouvoir faire mon choix parce que, voilà, par Zoom, c'est pas non plus la même chose. Quand on est sur place, on se rend vraiment compte des choses. On est d'accord. Et tes troubles du comportement alimentaire, à cette période-là, ils existent toujours? Oui, 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 Et ça existe toujours. Et ouais, justement, je me dis aussi qu'en partant aux États-Unis, peut-être que le problème allait rester en France et que tout irait bien. Mais en d'accord. fait, parce que je pensais que c'était vraiment lié à l'environnement dans lequel j'étais. Mhm. Mais en partant aux États-Unis, je me suis rendu compte que c'était pas du tout le cas et que enfin, voilà, c'était vraiment un problème ancré Ouais. en moi. Disons que le Ouais. déclencheur a peut-être été l'environnement en France et tout, mais comme c'est resté en toi depuis des années, le fait de partir, ça l'enlevait pas directement. Oui, oui, les mécanismes restent forcément. Et est-ce que tu as des exemples, enfin, même si c'est pas le but de faire du sensationnel, mais au moins de nous dire comment ça se physiquement, comment tu le sens, qu'est-ce qui impacte ton corps, puisque là, tu as plus de t'as 20 ans, comment ça impacte ton corps, le fait depuis pratiquement 5 ans, 6 ans, de vivre ces troubles, comment ça se manifeste, enfin, qu'est-ce que toi, est-ce que tu vois des choses sur ton corps, et est-ce que tu peux nous donner deux, trois exemples? Bah alors moi, au départ, comme dit, j'en avais pas forcément compte, donc je faisais pas vraiment attention. Au fur et à mesure, en grandissant, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Mais j'ai eu pas mal de fractures de fatigue, donc bien sûr, c'est lié au surentraînement aussi, mais je pense que les troubles alimentaires, enfin, ça a joué un rôle également. Après, j'avais vraiment tout le temps froid, j'étais fatiguée, enfin, mon moral était pas stable, on va dire. Euh, donc oui, voilà. C'est- Et quand tu arrives aux États-Unis, puisqu'on on sait, enfin en tout cas, voilà, je vais juste redonner un détail, mais les Américains, ils laissent assez rien, enfin ils laissent rien au hasard. Assez rien, ça veut pas dire, c'est pas français, mais ils laissent rien au hasard. Et quand tu arrives, je suppose qu'il y a quelqu'un enfin, qui comprend, ou en tout cas rapidement, enfin, parce qu'ils font faire des tests, etc. Comment ça se... Est-ce que tu arrives encore à le cacher, ou alors il y a quelqu'un qui le voit et puis rapidement ils agissent? c'est difficilement. J'ai eu du mal à le cacher. Ils ont vraiment remarqué ça très rapidement. Il y a une visite médicale dès qu'on arrive pour être autorisé à débuter les entraînements. Il y avait un questionnaire justement sur les troubles alimentaires que j'avais déjà fait plusieurs fois et voilà, je j'étais pas honnête dans mon questionnaire. Mais ensuite, au vu enfin, la médecin a très vite remarqué pendant l'entretien qu'il y avait un problème et elle m'a dit qu'il fallait que j'allais voir la diététicienne très rapidement, donc elle m'a fixé un rendez-vous 2, 3 jours après. Et puis, donc, je suis allée voir la diététicienne là, on a discuté un petit peu de mes habitudes alimentaires. Et puis, elle me faisait des préconisations, mais voilà, je l'écoutais et moi, j'étais vraiment, enfin, je me disais, waouh, mais c'est pas possible, je peux pas manger tout ce qu'elle dit, Ouais. c'est pas possible. Ouais, t'avais l'impression que c'est quelqu'un qui te parlait à un truc qui te concerne pas, quoi. Oui, parce que moi, en France, on m'a toujours dit que, voilà, il fallait manger le moins possible pour être performante. Et aux États-Unis, c'était totalement l'inverse. Enfin, fallait prendre le petit déjeuner, après, il fallait prendre une collation au milieu de la journée, ensuite le repas, ensuite une collation avant entraînement, après entraînement.
Enfin, c'était vraiment. Moi, je me suis dit, mais c'est pas possible, je peux pas faire ça. Et je le faisais pas au début. Et je l'ai pas fait pendant très longtemps. Mais ensuite, à un moment, ça allait plus du tout. Et puis, la médecin m'a convoquée et elle m'a demandé si. Enfin, ça, c'est vraiment une question qui est restée et qui, je pense, a tout changé. Elle m'a dit, Anne, est-ce que vous préférez être triste et déprimée toute votre vie ou prendre du poids? Alors moi, je lui ai dit directement, ah bah non, hein, moi, je préfère rester triste. Donc là, elle m'a dit, ah, mais vraiment, j'ai dit oui, oui. Enfin, j'ai même pas réfléchi en fait. Et elle m'a dit, bon, bah du coup, on va commencer un suivi avec une psychologue. Et donc, elle m'a envoyé voir une psychologue qui était située hors du campus et qui était spécialisée dans le sport et les troubles alimentaires. Et voilà, du coup, tout a commencé, on va dire, à ce moment-là. D'accord. Et en parallèle de ce que j'ai lu, et dis-moi si je me trompe, mais tu performes quand même en gymnastique? Oui, oui, j'ai toujours été performante malgré, enfin, malgré tout ce que j'avais dans la tête, quoi. Donc c'est aussi ça qui faisait enfin, que personne ne s'inquiétait de trop parce que j'avais quand même des bons résultats. Bien sûr, bien sûr. Et dis-moi si je me trompe, mais je pense que Michael Phelps est originaire de cette université aussi, c'est ça? Oui, exactement. Il s'est entraîné avec Bob Bowman. Enfin, ça a été son entraîneur. Et justement, enfin, il me semble qu'il habite encore en Arizona. Et puis, il faisait régulièrement des interventions, que ce soit, enfin, sur le sujet de la santé mentale, notamment dépression et suicide. Donc, oui, on avait beaucoup d'interventions sur ces sujets-là. Et c'était vraiment quelque chose qui était important pour l'université. Ouais. Et ça t'a aidé, toi, à prendre conscience de certaines choses? Oui, oui, parce que le personnel médical, du coup, était vraiment très ouvert sur la question. Et enfin, voilà, moi, je savais que je pouvais vraiment parler de tout avec le médecin et que j'allais pas être jugée. Ils avaient vraiment une très grande ouverture d'esprit à ce niveau-là. Et même les entraîneurs. Ouais, c'est presque l'inverse en fait. Ils vont susciter le fait de dire est-ce que mentalement tu vas bien? On va d'abord enfin, valider ça avec toi plus que l'inverse. C'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça. Pour eux, c'était plus important qu'on se sente bien en tant que personne. Enfin, la personne était au premier plan et ensuite, si tout allait bien, c'était le sport, quoi. Mais ça a jamais été le sport avant le bien-être de la personne. Ok, je fais une petite parenthèse hein, pour expliquer pourquoi je parle de Michael Phelps, parce que tout simplement, pour ceux qui ne savent pas, c'est un nageur qui a gagné 28 médailles aux Jeux Olympiques, dont 23 en or. Voilà, ça pose la personne. Athlète le plus médaillé aux JO, tout sport confondu, aussi pareil. Et il y a un documentaire dans l'équipe, dans lequel bah, c'est lui qui est au cœur de ce documentaire. Donc vous pouvez aller le retrouver sur équipe.fr, je mettrai les notes, enfin je mettrai tout ça dans les notes du podcast. Il dit à la fin, mais tout le long en fait, on parle du mal-être des sportifs et donc on rebondit sur des sportifs même qui se sont suicidés, etc. Et il dit qu'il n'est pas heureux dans sa vie et que lui, il était considéré juste comme un nageur et pas comme un être humain, pas comme une personne, et que il n'avait aucun amour propre. Et alors la phrase, moi, qui m'a fait, enfin qui m'a tilté, c'est j'avais aucune confiance en moi. Enfin, je me dis, quelqu'un qui a gagné autant de médailles, bah justement, donc c'est l'apparence qui fait que, et il dit clairement qu'il a pensé à se suicider. Enfin voilà, encore une fois, l'image qu'on peut avoir de l'extérieur, c'est pas forcément la réalité. Et il y a une personne qui intervient juste après son commentaire et qui dit il faut juste trouver les bonnes personnes à qui parler de son problème. Et a priori, pour boucler la boucle, c'est ce que toi, tu as eu en étant à la fac d'Arizona. Oui, exactement. J'ai réussi vraiment à trouver des professionnels de santé à l'écoute et qui m'ont vraiment aidé à avancer. Et ça a vraiment, enfin, ça m'a complètement changé. Mhm. Et dans ce moment-là, je vais me permettre, et tu me diras si, bah, si tu veux en parler ou pas, euh, par rapport à tes parents, c'est à ce moment-là que tu acceptes de leur en parler, de ces problématiques-là, où ils étaient déjà au courant et... Alors au départ, je leur en ai pas vraiment parlé. C'est vraiment un moment quand j'ai de nouveau atteint un stade un peu compliqué. Enfin voilà, j'étais en dépression, j'ai fait un burn-out et la psychologue m'a dit, il faudrait vraiment que tu en parles à tes parents. Donc j'ai pas réussi à leur en parler. J'ai écrit enfin un mail, enfin une lettre à mes parents et c'est à ce moment-là que j'ai un petit peu
enfin, je leur ai vraiment tout expliqué dans cette lettre. Et puis, je redoutais un petit peu l'appel téléphonique parce que je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont dire et tout. Et oui, ça a été quand même un petit peu compliqué parce qu'ils étaient loin. J'avais pas envie de les inquiéter non plus. Mais oui, c'est à partir de ce moment-là que qu'on a commencé à en parler. Et après, plus pendant le confinement, quand j'étais à la maison et que j'ai commencé un suivi en France. Bien sûr. Et donc quand tu quittes Arizona, c'est parce que tu as obtenu ton bachelor, ton diplôme, ou alors c'est parce que tu dis, bon, bah, je veux rentrer en France? Non, j'avais fini mes études à ce moment-là et je savais en y allant que j'allais pouvoir rester que 2 ans. Et du coup, voilà, c'était la fin et j'étais plus éligible au niveau du sport. Et bah, j'avais fini mes études, j'étais diplômée, donc c'est pour ça que je suis rentrée à ce moment-là. Ok. Dis-moi comment tu évoques la chose. Tu dis, bah, je prends ma retraite sportive, c'est la fin de ta carrière. Comment t'évoques ces mots? Parce que c'est vrai que c'est un sujet dont on parle peu, mais là, tu as, à ce moment-là, hein, dis-moi si je me trompe, mais tu as 21 ans, 22 ans. Oui, c'est ça. Bah, je m'étais dit que j'étais prête à passer à autre chose. Et comme dit, je savais 2 ans avant que, enfin, je connaissais la date en gros de ma fin de carrière. Mais le moment venu, je me suis rendu compte que c'était vraiment très très difficile et qu'en fait, j'étais pas du tout préparée à ça. Euh, Au départ, il y a eu un soulagement parce que, enfin voilà, moi j'ai été aussi arrêtée par le médecin parce que j'étais en burn-out et j'ai pas fini la saison compétitive. Donc à un moment, il y a eu un soulagement. Euh, et puis j'étais tellement épuisée que la première semaine, j'ai fait que dormir. Mais ensuite, il y a toutes les angoisses qui sont revenues et les mots des entraîneurs qui étaient dans ma tête. Enfin, ils avaient pour habitude de dire que de toute façon, quand on arrêterait la gym, on deviendrait toutes obèses. Et donc là, enfin voilà, c'était hyper difficile pour moi à gérer. Et donc, bah, je me suis tuée au sport au départ, jusqu'à avoir une fatigue au métatarse. Donc quand tu Et dis donc, tu es j'ai au dû de sport, nouveau c'est que arrêter. c'est que tu as continué à t'entraîner à Pas fond. la, oui, je faisais plus de gym, mais je faisais énormément de courses à pied parce que voilà, aux États-Unis, il y a des salles de sport immenses et qui étaient en libre accès. Et donc, je faisais énormément de sport. Enfin voilà, je courais 2, 3 heures par jour. Mais bon, après, je me suis fait une fracture de fatigue que j'ai été arrêtée et puis, enfin oui, c'était vraiment très très difficile. J'ai eu la chance d'être quand même accompagnée par la psychologue jusqu'au moment où je suis retournée en France. Mais je pense que enfin, les sportifs sont pas préparés à la fin de carrière, même si on pense qu'on l'est. Voilà, c'est vraiment un moment qui est compliqué. Ouais, j'imagine. Et donc quand tu reviens en France, quelques mois après, démarre effectivement le confinement. À ce moment-là, tu es en train de suivre d'autres études, tu es chez toi en train de chercher du travail. Explique-nous un peu cette période de retour des États-Unis et où tu arrives en confinement, parce que j'imagine que quand on n'est pas bien, le confinement, c'était peut-être pas le meilleur moment. Après, ça dépend comment certains l'ont vécu, mais explique-nous un petit peu ce qu'il en était. Alors, quand je suis rentrée des États-Unis, il n'y avait pas tout de suite le confinement. En septembre, j'ai fait ma rentrée à l'Institut Paul Bocuse et l'EM Lyon en master. Donc, voilà, là, c'était une nouvelle vie qui commençait. Bon, c'était des bons moments. Je retrouvais vraiment une vie normale, même si c'était difficile parce que je faisais toujours enfin, beaucoup de sport. J'avais toujours voilà, ces problèmes avec l'alimentation, mais j'en parlais pas forcément non plus. Je continuais les consultations par Skype avec la psychologue que j'avais aux États-Unis parce que voilà, j'avais tellement un bon lien avec elle que je savais pas trop comment recréer un lien avec une nouvelle psychologue en France. Et puis après, du coup, bon, j'ai fait mes études et puis il y a eu le confinement c'était avril, je crois. À ce moment-là, je devais partir normalement, ouais, mars. Je devais partir à Shanghai normalement avec ma promotion, mais ça a été annulé. Du coup, j'avais cours en ligne et puis je suis rentrée à la maison. Et bah, à ce moment-là, enfin voilà, ça allait toujours pas et j'allais voir mon médecin traitant qui m'a envoyé vers des spécialistes à Strasbourg. Euh, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment pu bénéficier d'un suivi sur place dans la continuité de ce que j'avais eu aux États-Unis.
du coup, pour moi, le confinement, au final, enfin, ça a été vraiment très, très bénéfique parce que je suis de nouveau rentrée à la maison, j'étais avec mes parents, on a beaucoup discuté, j'ai pu être suivie justement par des professionnels de santé. Et oui, je pense que, enfin, pour moi, ça a vraiment été bénéfique. Et c'est aussi à partir de ce moment-là que j'ai commencé à écrire mon livre. D'accord, ok. Qui est une sorte aussi de thérapie, hein, quand on écrit sur des choses comme celle-là. Il n'y a pas y a pas d'autre mot. Il y a pas d'autre mot. Avant de parler de l'hospitalisation que tu as eue, qui, a priori, t'a permis de t'aider réellement, j'ai vraiment une question et je pense qu'elle viendra aux autres aussi. Quand j'ai vu que tu avais fait l'Institut Paul Bocuse, je me suis quand même dit, il y a un truc, tu vois. Oui, c'est une question qui revient quand même assez J'im- souvent. Alors, j'en J'imagine. avais pas mal. Bah justement, je savais pas trop ce que je voulais faire. Mhm, À mon retour en France, j'en avais discuté avec la psychologue aux États-Unis et puis j'ai toujours été attirée quand même par le domaine de l'hôtellerie-restauration. mhm, Euh, et donc voilà, enfin pour moi, je voulais pas que les troubles alimentaires soient un frein à ça. Et je pense que c'est aussi pour ça que ouais, j'ai accepté de d'être suivie pour que ça aille mieux parce que ouais. sinon c'est pas possible. Enfin, Oui. c'est vraiment on vit pas, on peut pas vivre avec ça quoi. Non, non, je comprends. L'autre question qui vient avec, c'est pour moi vraiment, hein, hôtellerie-restauration égale très forte exigence, égale aussi parfois des comportements un peu durs de certains chefs ou de certains hiérarchiques. Est-ce que selon toi, c'est un peu aussi ce que tu recherchais pour retrouver ce cadre que tu as toujours eu, qui était un cadre assez marqué? Alors, bah moi, je travaille dans un établissement 2 étoiles, donc forcément, il y a de la rigueur, il y a des exigences. Et puis, bah moi, ça me correspond parfaitement. Donc, enfin, c'est un peu dans la continuité du sport de haut niveau. Il y a énormément de similitudes. Donc, c'est aussi des choses qui me correspondent. Et voilà, j'aime bien justement atteindre des objectifs et répondre à une certaine exigence. Hmm, ok. Et donc, dans ce que j'ai lu, c'est a priori en décembre 2020, il n'y a pas si longtemps que ça, que tu acceptes, entre guillemets, ou alors je ne sais pas, tu acceptes ou on t'oblige à être hospitalisé pour vraiment faire en sorte de te soigner. C'est ça? Explique-nous un petit peu quelle est la suite, entre guillemets, de tout ce que tu as vécu. Oui, du coup, alors j'ai accepté, on m'a pas forcé à être hospitalisée. Et puis voilà, il y a vraiment eu un dialogue avec l'équipe de soins pour préparer tout ça. Et bah, enfin, pour moi, ça a vraiment été bénéfique parce que c'est un temps où on est tout le temps avec les soignants, où on prend soin de soi, enfin, on prend le temps de réfléchir. Et après, j'ai continué également, enfin, j'ai commencé en hôpital de jour, ensuite j'ai été hospitalisée, j'ai recontinué en hôpital de jour. Et enfin, oui, je pense que c'est vraiment ça qui m'a permis d'en être là où j'en suis aujourd'hui. Donc aujourd'hui, quand on parle là comme ça tous les deux, euh, c'est vraiment derrière toi les troubles de conduite alimentaire? Oui, oui, je pense. Après, forcément, il y a des moments qui sont encore un petit peu difficiles et puis et que je dois être vigilante à certains moments quand je suis fatiguée ou quand T'as des mauvaises nouvelles ou autres, enfin quand il y a oui, quelque oui, chose qui va voilà. pas. Ouais, Enfin, les aléas de la vie, quoi. ouais, ouais, ouais. Mais après, ça impacte plus mon quotidien comme ça l'a impacté avant. Et enfin, ça n'a rien à voir par rapport à là où j'en étais il y a quelques années, quoi. Quand tu dis que tu dois être vigilante, parce que ça peut être important pour des gens qui ont vécu, c'est que tu pourrais avoir tendance, quand il y a ces aléas, etc., à remettre en place des contrôles sur la nourriture, c'est ça? Oui, il y a des mécanismes ou même Ouais, des pensées ouais. qui peuvent revenir, mais maintenant je sais comment réagir face à cette situation-là, et puis j'arrive à observer aussi pourquoi j'ai cette pensée-là qui arrive ou pourquoi j'ai envie de faire plus attention. Enfin voilà, il y a vraiment tout un travail qui est fait, et puis maintenant j'arrive à plus laisser tout ça impacter ma vie de tous les jours, quoi. Ok. Aujourd'hui, donc, tu viens de nous le dire tout à l'heure, tu travailles, tu es salarié, tu as terminé tes études?
Oui, exactement. D'accord. Et comment on se sent, puisque pendant un temps de sa vie, on a été qualifié de sportif de haut niveau, etc., et on a été vu que par un prisme. Maintenant que tu es salarié, comment ça se passe? Est-ce que tu as la sensation de remettre en avant des trucs que tu as fait dans le sport parce que ça te sert dans le travail, ou est-ce que tu as mis ça de côté et puis c'est en toi et tu l'utilises? Moi, j'ai plutôt mis ça de côté. C'est vrai que quand je suis arrivée dans l'entreprise où je suis actuellement, j'en ai pas du tout parlé. Enfin, j'ai vraiment pas du tout évoqué mon passé. Ils l'ont un peu découvert comme ça, je sais pas, sur Internet. Ils n'ont pas fait Et d'entretien de recrutement? non, en fait, j'ai commencé par un stage et du coup, je l'avais mis sur mon CV et ensuite, suite au stage, j'ai été embauchée. Et du coup, j'en avais vraiment pas du tout parlé. Et puis, voilà, je le mets pas forcément en avant. Après, il y a des choses que j'utilise, des choses que j'ai apprises que j'utilise dans mon travail de tous les jours, mais voilà, c'est vraiment quelque chose de séparé. Ok. Et quand on prend un peu de hauteur pour terminer un peu de vue d'hélicoptère, malgré tout ce que tu as vécu dans ce parcours, etc., euh, qu'est-ce que tu en dis? Est-ce qu'il y a des choses que tu dis, bah, j'aurais peut-être dû faire différemment, etc., ou tu dis, bah, ça m'a appris et voilà, c'est la leçon de la vie? Bah, je pense que ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Après, oui, il y a des événements qui auraient pu être différents, mais ça fait partie de la vie aussi. Et puis, ça permet de grandir et puis de forger son caractère. Donc, j'ai aucun regret sur mon parcours. Et on imagine que une jeune gymnaste qui a 13-14 ans écoute ce podcast et qu'elle commence à se poser des questions sur son poids, etc. Par ton expérience justement pour que elle puisse bénéficier de ce que tu as malheureusement passé comme épreuve, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Si tu étais là maintenant, tu reviens en arrière et tu es à sa place, qu'est-ce que tu ferais différemment? Je pense qu'il faut pas hésiter à en parler. Après, je sais que c'est vraiment très difficile parce que moi, je n'ai pas osé à l'époque. Mais c'est important d'en parler très rapidement parce qu'une fois que toutes ces idées sur le poids ou l'alimentation s'installent, c'est vraiment très, très dur de s'en détacher. Donc, le plus tôt on est pris en charge ou le plus tôt on en parle, le mieux c'est parce qu'il ne faut pas tomber dans cet engrenage malsain des troubles alimentaires. Bien sûr. Et moi, je tiens à rappeler, ça fait plusieurs fois qu'on le dit sur ce podcast avec sportif, etc. Aller voir un psy, c'est pas quand on est fou, hein. Voilà, on peut, il y a plein de raisons pour, entre guillemets, pour aller voir un psy, et même quand on est, je dirais, sain d'esprit, etc. Enfin voilà, il n'y a pas de question là-dessus. C'était les trucs de il y a bien longtemps, où on se disait, quand on va voir un psy, c'est quand on est fou. Eh ben non, pas du tout. Il y a des sportifs aujourd'hui qui, si on prend l'exemple de Teddy Riner, il a fait ça très très jeune et il en a même parlé dans un livre où c'est sa psy qui a écrit un livre avec lui. Enfin, peu importe. Mais en tout cas, voilà, faut vraiment dédramatiser ça. Donc, c'était important que tu puisses en parler. Écoute, on arrive à la fin. Alors, j'ai même pas dit le nom de ton livre. Donc, bien sûr que je vais le mettre dans les notes du podcast. Mais ton livre, c'est Gymnastique à la recherche de l'équilibre. Il est disponible sur Amazon et autres. Enfin, je veux pas faire de pub plus pour l'un que pour l'autre, mais Fnac, Cultura, voilà, j'en ai dit plusieurs. Là, c'est Euh, que sur Amazon. que Il sur est en Amazon. vente que sur Amazon. Oui, oui, c'est D'accord. 100% Amazon. Ok, eh ben j'ai dit des bêtises, voilà, tu vois, comme ça m'apprendra la prochaine fois, je te poserai la question en off. Ok, donc il est disponible sur Amazon, donc j'ai pas fait de la pub pour Amazon, c'est juste là où vous pouvez le trouver. Donc effectivement, je l'ai devant les yeux, il est disponible depuis le 18 mai. Et avant de terminer ce podcast, comme c'est le tien, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais voulu dire et que ben, je t'ai pas aiguillé dessus ou je t'ai pas posé la question? Bah, je voulais juste rebondir sur le dernier sujet, justement, quand on parlait d'un psychologue. Je pense que c'est vraiment très important et justement, il faut que le sujet de la santé mentale soit moins tabou en France. Et comme on a dit tout à l'heure, voilà, c'est pas parce qu'on voit un psychologue qu'on a un problème, ça peut vraiment être très bénéfique. Et moi, c'est vraiment enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie et puis ça peut servir même dans la vie de tous les jours pour en apprendre plus sur soi. Donc voilà, il faut vraiment pas avoir peur d'en parler, quoi. Et puis forcément, il y a des moments dans la vie où ce sera plus difficile, où on aura
enfin, où il y aura des challenges, mais on peut tous rebondir et puis c'est aussi ce qui forge notre caractère et ce qui va nous permettre d'avancer. Avant de voir la psy et tout, tu as eu des idées vraiment noires. Tu dis que si t'avais pas, s'il n'y avait pas eu ce déclencheur aux États-Unis, peut-être que tu aurais été vraiment Oui, plus loin. j'en parle justement dans mon livre et oui, il y avait des périodes qui étaient vraiment très compliquées. Après, je voyais aussi une psychologue à l'INSEP, mais j'avais pas du tout ce même lien-là non plus. Donc, Oui. Et ça, il faut le rappeler aussi, hein, il n'y a rien de grave à dire à un psy, je vais plus continuer et d'en retrouver un autre. C'est une relation humaine, en fait, c'est un vrai échange. Donc, oui, il faut que ça fonctionne entre les ouais. deux. Oui. Ouais. Comme on dit, il faut que ça fitte entre les deux. C'est comme ça. C'est pas, il n'y a pas de, enfin, il y a pas de règle. C'est pas parce que je vais voir telle personne qui est une spécialiste de ça que forcément ça va aller mieux pour moi. Si le comportement ne passe pas, ça marche pas. Eh ben, écoute, Anne, je te remercie de t'être rendue disponible. Faut le dire et on est un samedi matin, donc merci d'avoir accepté cet effort. Il y a des gens qui que la semaine, etc. Donc merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler de ton parcours parce que voilà, les sportifs de haut niveau pour moi ça compte énormément et d'accepter en plus de te livrer, de mettre en avant ce que tu as vécu. On sait tous que écrire un livre c'est une forme de thérapie, mais c'est aussi une façon de partager pour les autres. Donc merci de ce que tu fais parce que le fait d'en parler pourra peut-être aider 1 à 2 personnes. Si c'est plus, c'est tant mieux, mais si c'est déjà 1 à 2 personnes, c'est déjà ça. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était un plaisir. Et puis oui, je pense que c'est important de partager son expérience. Parfait. En tout cas, merci à toi et au plaisir de partager sur d'autres sujets. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour donner encore plus de lumière aux actions des invités. Si vous avez envie de suivre Allez Vas-y, abonnez-vous et évaluez le podcast, notamment sur Spotify et Apple Podcasts, sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous voulez faire avancer mon travail, laissez un commentaire sur Apple Podcasts, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule Loin de chez soi. Il est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et sur les plateformes d'écoute. Je vous donne rendez-vous un mercredi sur 2 pour un podcast Allez Vas-y sur les entrepreneurs et entrepreneureux, les bénévoles et les engagés. Et tous les vendredis pour un épisode consacré aux sportifs et aux sportives. D'ici là, portez-vous bien.